Alors, bonjour à toutes et à tous. Et merci Gaëtan également pour l'invitation. Alors déjà, c'est un plaisir d'être au Frénois. C'est la première fois que je viens également. J'ai déjà eu des collaborations par le passé avec des étudiants, mais c'est la première fois que je viens sur site. Et c'est un plaisir aussi de revoir Vincent tous les 5 ans, à peu près, sur ces thématiques des deepfakes. Donc, on se donne rendez-vous en 2028. On va passer de l'autre côté du miroir pour deux raisons. C'est que d'abord, moi, je vais changer de modalité. On va plus être sur l'image, on va être sur le son. Et également parce que je suis plus du côté de la détection, mais justement, nous, on est un peu les faussaires. Donc, on va passer du côté de la génération. Alors, je ne sais pas dans l'ordre des choses si c'est le chat ou la souris. Il me semble que c'est le gendarme et le voleur, hein, l'expression. Je ne sais plus pour le chat et la souris. Donc, je vais vous parler un petit peu, tout simplement. Alors, je ne vais pas être trop dans la technique, mais je vais vous faire un petit historique des travaux qui ont été réalisés ou qui sont réalisés à l'IRCAM depuis sa création, en fait, autour de la synthèse sonore et en particulier de la synthèse de la parole. Alors, j'ai commencé par une première titre qui est évidemment sujet à débat. C'est pour ça que je l'ai tourné en forme de question et pas d'affirmation. Donc, l'artiste, le premier des faussaires. Alors, je rappelle, j'étais allé chercher dans la documentation historique, hein, le mot artiste a été créé par Dante pour désigner le peintre Giotto à l'époque, qui, selon les dires, par les artifices de la peinture, était capable de recréer l'illusion du réel. Et à ce titre-là, finalement, nous, l'émission que l'on a à l'IRCAM depuis la création, c'est justement de créer des nouveaux outils pour permettre de nouveaux moyens d'expression aux artistes. Donc, nous sommes en quelque sorte les émissaires ou des faussaires associés à ces œuvres de création. Et il paraît naturel que, justement, comment dire, des artifices de la peinture à l'intelligence artificielle, euh, les moyens technologiques, et notamment ceux de l'apprentissage machine, sont des moyens qui permettent d'intensifier justement ces capacités de simulation ou même de simulacre. Voilà. Nous, on a un positionnement assez clair par rapport à ces outils de création et de génération. C'est qu'on ne vise pas, évidemment, alors on vise à donner de nouveaux moyens aux artistes, pas à les remplacer. Et ce faisant, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire de la génération pure, mais justement de donner pour les artistes, notamment des moyens de contrôle de cette génération pour pouvoir spécifier ou pour pouvoir obtenir le résultat attendu en fonction d'une intention artistique particulière ou esthétique, etc. Donc, on développe des outils sur le son pour sculpter, manipuler, hybrider, augmenter le monde sonore. Et je vais montrer quelques exemples qui commencent par l'imitation réaliste. On essaye de générer de la parole humaine, mais justement, ces outils peuvent permettre de dépasser, tout en restant crédibles, de dépasser ces contraintes du physique et de l'humain éventuellement. Voilà, et donc, comme je disais, donc l'humain est au cœur de nos préoccupations. L'humain et l'artiste, pardon, est au cœur de cette préoccupation. Juste à droite, c'est le collectif Obvious, qui est un collectif de chercheurs français, donc qui a été parmi les premiers à générer des œuvres, des peintures par intelligence artificielle, avec des GAN, si je me souviens bien. Alors, on va remonter loin. Tout le monde connaît probablement ce film-là, hein. Ça a été le premier film qui a fait connaître l'IRCAM dans le monde du cinéma. C'est Farinelli de Gérard Corbiot. Et l'idée, c'était de recréer la voix d'un castrat. Alors là, on est plutôt dans l'imaginaire, hein, alors dans l'imaginaire contrôlé, parce qu'à l'époque, on avait, moi, j'étais pas là, mais on a fait appel à des musicologues pour avoir une idée précise, documentée de ce à quoi pouvait ressembler la voix d'un castrat. Et à partir de ces connaissances musicales et musicologiques, on a été amené donc à la recomposer en hybridant tout simplement par synthèse croisée ou source filtre pour les gens qui aiment les dominations techniques, la voix d'un contralto et d'une soprano pour créer une voix avec une tessiture élargie et avec la coloration propre qui pouvait être celle des castrats. Donc j'ai un exemple ici, hein, un extrait du film.
grave. On va pas regarder en entier. Alors, pour rebondir sur ce qu'a présenté Vincent, justement, alors, moi, je vous présente justement le parcours historique de la génération sonore dans l'équipe analyse synthèse des sons à l'IRCAM. Bah, justement, on est passé des méthodes qui étaient basées sur des modèles de signaux, donc de la connaissance humaine, formelle, scientifique, etc., petit à petit à des modèles d'apprentissage aujourd'hui type réseau de neurones. On a fait la bascule également au milieu des années 2010. Et ce qu'on essaye de faire, c'est justement réussir à accorder le meilleur des deux mondes entre la connaissance humaine et la compréhension ou l'explicabilité de ce qui est produit et la magie. De l'autre côté, et justement de faire de la magie, mais de manière compréhensible pour l'artiste lui-même. Et donc, je vais montrer un peu ce parcours. Là, à l'époque, c'était vraiment du signal brut, hein. On avait ces modèles source-filtre qu'on utilisait pour analyser les signaux et les recombiner d'une manière différente. Hop, alors, on fait un saut dans le temps. On arrive en 2012 et c'est les premières fois où on a réussi à recréer, de cloner des identités vocales pour des utilisations artistiques. Et je vais montrer après, il y a beaucoup d'utilisations aussi documentaires et historiques euh, qui utilisent ce genre d'approche. Donc pendant longtemps, bah, on avait des modèles qui étaient totalement incapables de modéliser ou de convertir l'identité vocale d'une personne. Et ben, en 2012, on a eu un artiste plasticien qui s'appelle Philippe Parreno et son designer qui travaillait avec, qui est Nicolas Becker, avec qui on a collaboré justement sur ce moyen métrage, ce film Marilyn, donc en 2012 où alors, on est toujours dans l'hybridation ici, donc cette fois-ci avec des modèles statistiques. Donc on a toujours, nous, un comédien ou une comédienne qu'on va venir faire enregistrer et qui va incarner le rôle. Moi, j'appelle ça la vocap. C'est l'équivalent de la mocap, mais pour la voix. Donc on garde le squelette vocal du comédien ou de la comédienne, c'est-à-dire les mots qu'elle prononce, le texte qui est dit et l'interprétation avec laquelle elle est dite, et on va transférer autre chose dessus, par exemple une identité vocale. Donc là, c'est un extrait. Alors, on va pas voir Marilyn. Under the mirror, on a console table, there is a copy of a small Rodin sculpture of a nude woman, a black telephone, and a perfume bottle. In the corner, on a teak tray card, a transistor radio, a portable tape deck, and an arrangement of golden yellow lilies and white roses. Alors, bah, j'étais pas là pour la première projection, mais l'histoire dit, ou la légende dit que bah, les gens qui avaient connu Marilyn Monroe et qui étaient encore présents pour cette projection avaient été vraiment frappés et véritablement émus de reconnaître la voix de Marilyn, donc sur des textes qui sont celles qu'elle avait notées dans son livre personnel, mais qu'elle n'avait jamais prononcé elle-même. Donc voilà, ça c'était déjà, on commençait à basculer petit à petit, c'était des modèles statistiques, c'était pas des réseaux de neurones, mais on commençait à transiter en combinant des modèles de signaux avec des modèles statistiques appris sur des bases de données. Donc là, c'était des films de Marilyn Monroe. Encore un peu plus tard, donc là on change d'ambiance, de salle, hein. Là, on passe à la Seconde Guerre mondiale et un film documentaire de Philippe Saada, donc avec Maximilien Colcy, qui visait à reconstituer l'intégralité du procès du maréchal Pétain à partir d'images d'archives historiques en noir et blanc, muettes d'époque. Et donc pour retracer un petit peu le fil de la construction de ce film, il y avait les transcriptions intégrales des échanges du procès qui avaient été transcrits par le greffier ou la greffière de l'époque, et un paquet d'archives discontinues, noir et blanc, muettes, qui correspondaient. Donc ils ont fait un travail de reconstitution où d'abord ils ont pris tous ces fragments muets et essayé de retrouver leur correspondance avec le positionnement dans le texte et la transcription correspondante. Et ensuite, bah, l'idée, c'était de réussir à resonoriser intégralement ces échanges. Alors, ils ont recolorisé également par la même occasion pour réactualiser ou donner une impression d'authenticité à ce procès. Et donc, nous avons contribué sur la partie de conversion d'identité, donc toujours encore avec le même genre d'approche pour recréer la voix du maréchal Pétain à partir de l'acteur qui est en fait le doubleur d'Homer Simpson, Philippe Pétieux, donc
c'est assez éloigné, on va dire, conceptuellement, mais donc en transférant le timbre, on arrive à avoir quelque chose. Donc là, j'ai un exemple qui est pas mal parce qu'on a la voix du comédien non transformée, pour commencer. Si vous deviez me condamner, que ma condamnation soit la dernière, et qu'aucun Français ne soit plus jamais condamné ni détenu pour avoir obéi aux ordres. Hop, voilà, donc on s'arrête là. Alors là, on a plutôt l'impression d'entendre le grand-père Simpson, mais il fait les deux, en fait, Philippe Pétieux. Avec la voix convertie et avec aussi les ambiances sonores restituées donc, par Maximilien Colty. Alors, ils sont allés dans un détail de réalisme assez poussé, puisqu'ils sont allés mesurer la réponse de la salle du procès dans laquelle le procès s'était déroulé pour justement reproduire l'acoustique de cette salle en supplément. Donc ça donne quelque chose comme ça. Si vous deviez me condamner, que ma condamnation soit la dernière, et qu'aucun Français ne soit plus jamais condamné ni détenu pour avoir obéi aux ordres. Donc voilà, ça c'est dans l'histoire graduelle justement de l'évolution de nos techniques de conversion d'identité vocale. Et voilà. Et là, on en arrive justement à la version plus récente, qui est donc cette fois-ci réalisée à partir de réseaux de neurones. Donc pour l'émission L'Hôtel du Temps de Thierry Ardisson, auquel nous avons contribué donc notamment avec la start-up issue de l'IRCAM qui s'appelle l'IRCAM Amplify, qui nous a donné des moyens et qui nous ont permis de réaliser ce projet avec Thierry Ardisson. Et donc, cette fois-ci, on est en total deepfake. Alors, vous allez voir, l'idée, c'est que donc, le concept de cette émission, c'est que Thierry Ardisson rentre dans un hôtel qui lui permet de remonter le temps. Donc, lui-même va se rajeunir quand il rentre dans cet hôtel. Et comme il avait interviewé tous les vivants, il s'est dit, il reste plus que les morts à interviewer. Et donc, il va discuter, s'entretenir avec des personnalités disparues. Donc là, c'était l'exemple de Dalida, par exemple. Et je vais vous présenter simplement le trailer. Lundi sur France 3, je vous invite à entrer dans l'Hôtel du Temps pour vivre une expérience unique. Je vais interviewer Dalida. Si, 35 ans après sa disparition, je vais interviewer Dalida. Comment allez-vous? Je suis bien ici. Je crois qu'à l'Hôtel du Temps, j'ai enfin trouvé la paix. Jean Sobieski a dit que vous étiez une petite fille naïve qui ne connaissait rien au plaisir sexuel, c'est vrai? Et comment savez-vous ça, Thierry? Donc voilà, donc là on arrive à un degré de réalisme juste que Vincent disait. Aujourd'hui, l'humain, maintenant régulièrement, n'arrive plus ou n'arrivera plus à distinguer ce qui est une captation authentique de manipulation, puisque ces manipulations ont vocation à devenir ultra réalistes et non perceptibles par un être humain. Mais donc effectivement, il y a toute cette branche de recherche qui vise à les détecter, donc parce que les manipulations laissent des traces dans le signal, des traces artefactuelles. Et justement, peut-être, je ne sais plus si la personne est toujours là, mais la personne qui travaillait justement sur les réseaux de neurones pour rentrer dedans, changer les poids, pour regarder les effets, c'est quelqu'un qui s'est joué d'une certaine manière sur ces artefacts en les poussant ou en les renforçant dans une direction donnée. Et donc ces artefacts en sortie peuvent être utilisés pour reconnaître ou détecter des manipulations. On a beaucoup de demandes, évidemment, pour contrefaire des identités vocales, pour refaire des personnalités historiques, etc. Mais on va plus loin. Nous, ce qui nous intéresse également, et en premier lieu, c'est de réussir justement, ou pour les artistes, de sortir de l'imitation réaliste pour aller vers de la création, on va dire, sonore et jouer dans le monde du crédible. Donc ça reste quelque chose par exemple, d'humain, mais qui va sonner d'une manière qu'un être humain ne serait pas capable de produire lui-même. Donc, j'ai deux exemples. Alors, je ne vais pas montrer les sons qui sont rattachés parce qu'ils sont un peu longs, mais donc on a contribué notamment sur le film Annette, qui était une comédie musicale, et on a des problèmes souvent associés à ces demandes c'est une comédie musicale, donc les personnes sont censées chanter de manière professionnelle, et en général, les comédiens ne sont pas nécessairement professionnels de chant, et là c'était le cas, surtout au début du film. Et donc, on fait appel à nous pour justement leur transférer ce don du chant, alors, ce qui n'est pas simplement de la justesse, mais qui est aussi de l'expressivité musicale. Et on arrive à faire ça au moyen d'algorithmes où on va enregistrer de manière synchrone la comédienne ou le comédien qui va chanter le texte aussi bien qu'elle le peut,
Et de l'autre côté, on a un chanteur ou une chanteuse professionnelle qu'on enregistre de manière synchrone et on va transférer en fait une partie, donc la mélodique, intensité, etc., de l'un sur l'autre pour avoir un rendu, donner l'illusion que ce comédien chante de manière professionnelle et ça marche plutôt très très bien. Voilà. Et un autre exemple qui va encore plus loin, c'est le film de la plasticienne, l'artiste plasticienne Judith Deschamps en 2022 qui a fait un espèce de Farinelli 2.0, alors pas du tout avec pas avec le même projet esthétique, mais il y a cette idée avec les réseaux de neurones de réussir alors c'est un peu comme les GAN, on veut faire une sortie réaliste, mais on veut apprendre un chanteur avec une tessiture qu'un être humain est incapable d'atteindre, et ça, bah, justement, l'apprentissage machine et les réseaux de neurones nous offrent les moyens justement de sortir du domaine de l'imitation réaliste pour aller justement vers des choses peut-être plus créatives et plus intéressantes pour l'artiste. Et puis je vais conclure sur deux initiatives dans lesquelles j'ai été impliqué et dans lesquelles on s'implique dans l'équipe à synthèse des sons. C'est sur les pratiques sonores du futur. Alors il y en a un qui concerne la communauté des sound designers, donc qui a été créé, je ne sais plus quoi, je crois que c'était en 2022, voilà, les Fast Forward qui concerne les sound designers de l'image animée et du cinéma. Et l'idée, c'est de d'abord se rencontrer, parce qu'on a beau avoir le même objet d'intérêt qui est le son et la création sonore, on vit sur des archipels qui sont séparés, et donc parce qu'on a des pratiques et des manières de travailler qui sont différentes. Alors moi, en premier lieu, parce que je suis scientifique, donc je ne suis même pas concerné en premier chef, mais donc les artistes qui sont à l'IRCAM en résidence, en création musicale, et les sound designers au cinéma n'ont pas les mêmes façons de procéder, et pas les mêmes esthétiques d'ailleurs, ils n'utilisent pas les mêmes outils. Donc c'était une manière de recréer un échange ou de poser des passerelles entre ces communautés-là, et on présente donc des prototypes expérimentaux de logiciels, de librairies, etc., qui sont développés à l'IRCAM pour les présenter donc à ces sound designers pour les sensibiliser justement, ou en tout cas qu'ils puissent pratiquer avec pour se les approprier et créer du sonore avec. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, bah, justement, ça a été évoqué un petit peu, toutes les questions autour de l'éthique et de législation autour des IA génératives. Donc, il y a évidemment un grand boom autour de ça depuis 2022. J'ai eu le plaisir d'animer donc un Speech Synthesis Workshop. Donc, c'est le colloque international où tous les experts en génération de parole se réunissent. Donc, il y en était une centaine du monde entier. Il y avait Junichi qui était présent, Vincent. Et donc, c'était l'occasion justement de discuter de toutes ces questions. Donc, il y avait alors, d'un côté ça, et donc on a invité le représentant, le vice-président de l'UVA, je crois que c'est l'Union des artistes vocaux, qui a été créée quasiment dans le temps donc des premières grèves qui ont été lancées à Hollywood, d'abord chez les scénaristes, mais après chez les comédiens et aussi chez les artistes voix. Et une spécialiste du droit de l'intelligence artificielle, en particulier des modèles génératifs, et aussi une philosophe de l'éthique des usages, pour réfléchir et discuter justement sur l'ensemble de ces choses-là. Et donc, bah, il y a tout un ensemble de choses alors, que les gens ignorent ou ne sont pas suffisamment sensibilisés aujourd'hui, ou feignent d'ignorer quand ce sont des entreprises ou des groupes qui créent ces IA génératives, c'est qu'en fait, il y a déjà un paquet de lois qui s'appliquent ou des réglementations qui s'appliquent aux données et qui existent aujourd'hui. Donc, en particulier en Europe et en France, on a le RGPD, parce que alors, quand on parle de la voix, il y a une partie qui est biométrique et donc qui tombe sous le coup du RGPD, mais il y a aussi tout un ensemble de réglementations qui sont plutôt gérées par l'IA Act, qui s'appliquent sur le droit d'auteur. Et il faut savoir, alors malheureusement ou heureusement pour les auteurs, les artistes, etc., c'est que ce droit, quand on a un réseau de neurones ou qu'on crée un apprentissage à partir de données, en fait, on a les entrées et les sorties. Généralement, comment dire, ce qui va nous poser question, c'est la sortie. C'est est-ce que j'ai généré un film qui ressemble à Blade Runner ou pas? Voilà. Ça, c'est une chose. Mais le droit s'applique aussi sur les entrées. Donc, quelles sont les données que j'ai mises en entrée de mon apprentissage? Et en fait, bah, malheureusement, alors, les entreprises aujourd'hui ne déclarent pas les bases de données qui sont utilisées euh, pour les apprentissages. Donc, c'est ce que Joshua Benjo, on est un peu dans l'ère du Far West des données actuellement, mais ça va sans doute se réguler prochainement de ce point de vue-là. Et donc, bah, effectivement, toutes les données qu'on utilise en entrée pour l'apprentissage, normalement, il y a du droit d'auteur, il y a des consentements, du droit à l'image, etc., qui s'appliquent dessus.
Et puis ensuite, bah, effectivement, donc sur tout ce qui est sur l'éthique, alors j'ai mis des pratiques, mais en fait des usages. Les questions fondamentales quand on veut se poser justement sur tout ce qui est sur l'intelligence artificielle générative en particulier, c'est pas, on pose souvent la question, est-ce qu'on est capable de faire ça ou quand est-ce qu'on en sera capable de faire ça? La réponse est toujours trop tôt. Mais en fait, c'est pas la bonne question. Les bonnes questions, c'est quels sont les usages qu'on veut en faire. Donc, pourquoi et quelles sont les intentions qu'on y met. Donc, dans quelle intention, c'est pour qui ou dans quelle intention. Voilà. Et puis, bah, donc, j'ai fini. J'avais justement une question par rapport aux offres qui ont été présentées. D'un point de vue éthique, à qui a été demandé les droits vocaux pour Marilyn, pour tout ce qui a été présenté? Est-ce que c'est les ayants droit ou est-ce que ça n'a pas été fait? Enfin, voilà, c'était un peu ça ma question. Alors, effectivement, nous, on fait en sorte d'être toujours en ligne avec les réglementations en vigueur, en particulier en France et en Europe. Alors, c'est pas nous directement qui faisons ces demandes, puisqu'en fait, on peut voir notre collaboration comme une forme de prestation. Donc, c'est plutôt les réalisateurs ou les producteurs d'un film ou les artistes eux-mêmes qui doivent faire en sorte de s'acquitter de ces droits. Thierry Ardisson expliquait pour Dalida, par exemple, qu'en France, on n'a pas besoin de demander aux ayants droit, mais qu'il le faisait quand même, alors pour le coup, pour des raisons éthiques ou d'image, c'est qu'il considérait que s'il ne demandait pas, alors ça pourrait créer du mauvais buzz et de la mauvaise publicité pour l'émission, mais pas que, voilà, alors pour les personnes décédées, effectivement, il faut référer aux ayants droit. Nous, on a eu un cas pratique à l'IRCAM où on a travaillé à la recréation de la voix d'Isaac Asimov pour un documentaire. Et il se trouve que l'ayant droit, qui est sa fille, a finalement posé son droit de refus à l'utilisation, et donc en expliquant des préoccupations d'un ordre philosophique sur l'utilisation des deepfakes. Voilà.